Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jia, votre animatrice pour le franc-parler avec Jia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc André Carrière, avocat en immigration chez Exeo Avocat. C'est un grand plaisir d'avoir avec nous. Bon, j'ai fait un peu d'intro, mais Nicolas va couper. Bon, parfait. Donc, Marc André, une des premières curiosités là, que j'ai eues lorsque je t'ai rencontré, et je pense que aussi l'audience serait intéressée à savoir, c'est que, en fin de compte, j'ai su que toi, ton origine et la mienne sont les mêmes. Tu viens de Taïwan. Mm-hmm. Et I'm proudly made in Taiwan too. Donc, comment ça se fait qu'un Taïwanais porte un nom aussi québécois, Marc André Carrière? Et aussi par la suite, j'ai vu que tu es allé à Beijing pour faire ta maîtrise en droit. Puis aujourd'hui, tu voyages partout pour le travail de l'immigration. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Bien, très rapidement, l'histoire est assez simple. C'est que moi, j'ai été adopté par une famille québécoise. OK. Et je suis grandi ici au Québec, puis c'est pour ça que j'ai un nom québécois. Uh-huh. Dans les dernières années, par contre, j'ai eu vraiment la grande opportunité de retourner à Taïwan et retrouver ma famille. Donc, j'ai pu reconnecter avec la famille taïwanaise. C'est pour ça que, bon, ça fait quand même depuis tout près de 7-8 ans là, que je suis en relation avec eux. Donc, je retourne assez souvent à Taïwan. J'étais à Taïwan, justement, en janvier dernier. D'accord. Donc, je vais les voir. Puis, bon, on développe la relation, puis on se voit quand même assez régulièrement. Wow! Bravo! Parce que je sais que c'est toute une démarche, n'est-ce pas? Oui, c'est un parcours qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs années. Puis, tu sais, qui se continue aussi par la suite, là, même après les retrouvailles. Je veux dire, on apprend quand même à se connaître à travers les années. Puis, mais c'est une belle démarche, puis ça se passe bien. Oui. J'ai vraiment une belle relation avec eux. J'ai cette chance-là de pouvoir avoir bien connecté. Aussi. Oui, exactement. Puis, bon, j'ai 2 sœurs biologiques aussi qui sont venues. OK. Qui sont venues me voir ici à Montréal. Donc, c'est vraiment c'est un échange de parcours et de culture. Oui, c'est vraiment fascinant parce que j'ai une amie, Manu, et elle a été adoptée, en fait, de la Corée et non pas de Taïwan. Puis, il y a quelques années, elle a même parti vraiment un mouvement pour rassembler plusieurs enfants adoptés et d'aller faire un tour en Asie pour identifier leurs parents biologiques. Oh, oui, wow. Elle m'a partagé quelques histoires. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Ouais. Donc, merci d'être ici. Et puis, donc, comment tu parles mandarin? Est-ce que tes parents québécois, ils ont dit, bon, on veut absolument qu'ils apprennent le mandarin? Malheureusement, j'ai pas eu cette chance-là d'apprendre le mandarin en bas âge, donc j'ai vraiment commencé à prendre des cours assez intensifs, de manière intensive, quand j'étais à Taïwan. Par ton propre intérêt. Oui, exactement. Donc, quand je suis allé à Taïwan la première fois, j'ai commencé à prendre des cours et j'ai suivi cet apprentissage-là. Donc, je dirais aujourd'hui, ça fait environ peut-être 7 ans que j'étudie le mandarin de manière intensive, moins intensive. Puis comme tu disais, j'ai étudié aussi à Beijing, où que, bon, j'ai fait une maîtrise à ce moment-là, mais j'ai aussi pris des cours de manière intensive là-bas pour vraiment essayer d'améliorer mon niveau de mandarin. Super. Donc, est-ce que on peut dire, donc, l'immigration, ta profession d'aujourd'hui, ça a un lien avec ton ouverture sur le multiculturalisme et ton intérêt envers les gens de cultures diversifiées? Forcément. C'est vraiment... je pense que l'immigration, c'est vraiment venu me chercher à ce niveau-là. Oui. Cette ouverture-là qu'on a avec des gens de différentes cultures, de différentes nationalités. Et je pense que justement, mon échange que j'ai fait à Taïwan, ma maîtrise que j'ai étudiée à Beijing, c'est vraiment, ça a été le moment que ça l'a consolidé, cette idée-là, que je voulais avoir un emploi qui était dans ce milieu-là et qui avait cette ouverture-là, puis qui me permettait d'aider des gens, en fait, qui voulaient venir soit investir, soit venir travailler au Canada ou qui voulaient simplement immigrer au Canada. Et je pense que, bon, mon parcours personnel et académique a vraiment m'a apporté vers l'immigration aujourd'hui. Fantastique. Je postule. Parce que, évidemment, je partage les mêmes intérêts. J'adore faire les ponts entre les cultures. Donc, je sais que tu as récemment fait une tournée en Asie pour ton travail. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler de quel type d'immigration que tu fais
et aussi qu'est-ce qui existe sur le marché parce que, tu sais, rapidement, tu sais, même si je n'exerce pas dans ta profession, je sais qu'il y a le type temporaire et il y a aussi qu'est-ce qui est permanent. Donc, les visas d'étudiants, les visas de travail, ensuite de ça, il y a la résidence permanente et là-dedans, il y a aussi plusieurs différentes catégories, n'est-ce pas? Merci, oui, exactement, mais je trouve ça intéressant que tu apportes les deux volets parce que moi, ma pratique est vraiment sur ces deux niveaux-là. Okay. Je tiens à préciser que chez nous, chez Exeo, on fait vraiment de l'immigration économique. Okay. Donc, c'est vraiment plus en lien avec ce type d'immigration-là. Oui. Mais on a vraiment les deux volets, que ce soit immigration permanente ou temporaire. Donc, quand on parle d'immigration permanente, bien, quand on parle d'immigration au niveau permanent, nous, ce qu'on fait, c'est de l'immigration auprès des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui ont acquis une expérience de travail et qui veulent immigrer au Canada par la suite à cette expérience de travail-là. Et comme tu disais, il y a aussi tout l'aspect temporaire, donc des gens qui ne viennent pas nécessairement pour immigrer au Canada, mais qui vont venir étudier, qui vont venir travailler souvent. Des fois, ça va être des gens qui vont venir visiter ou qui vont venir faire des voyages d'affaires pour savoir s'il y a des opportunités d'affaires au Canada, juste de venir comme visiteur commercial. Donc, de venir explorer, en fait, c'est quoi les différentes opportunités que le Canada peut leur offrir. Oui. Et j'adore Montréal. Donc, bienvenue à tous. Oui, c'est une super ville. Puis je pense que beaucoup de nos clients, tu sais, on a beaucoup de nos clients qui viennent s'installer soit pour travailler, soit pour immigrer à Montréal. Je pense que c'est vraiment un bel endroit qui est accueillant pour divers types d'immigrants ou de travailleurs. Bon, j'imagine que parmi l'audience, certaines ont suivi l'actualité. Donc, lorsqu'on parle du mot immigration, on pense tout de suite, la nouvelle loi d'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-canadiennes. Alors, comment tu vois cette loi-là? Peut-être expliquer un peu les grandes lignes sur cette nouvelle loi. Est-ce que ça impacte sur les gens qui sont en processus d'application d'immigration? Parce que de mon côté, qu'est-ce que je vis? C'est que bien souvent, en fait, dans mon travail de courtier immobilier, c'est que bien souvent, les immigrants investisseurs, donc les entrepreneurs, ils vont me contacter qui débutent leur processus d'application. Et puis là, ils veulent déjà commencer à regarder qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils vont investir, puis comment est-ce qu'ils vont se structurer pour la nouvelle entreprise, etc. Puis là, avec cette nouvelle loi-là, ça donne un gros impact. Ou bien souvent, par exemple, il y a beaucoup de familles chinoises, ils vont d'abord installer les enfants pour les études en attendant que les papiers soient finalisés pour revenir ici s'installer eux aussi de façon plus permanente. Puis, est-ce qu'en ce moment, ça crée un chaos, d'après toi? Je ne sais pas si ça crée un chaos, parce que, bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyait la venue de cette loi-là. Le gouvernement canadien l'avait annoncé. Je pense qu'il y a vraiment une volonté ici du Canada de vouloir réduire un peu la demande pour l'achat d'immeubles résidentiels. Donc, grosso modo, cette loi-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient interdire à tous les non-Canadiens. Ce qu'on entend par non-Canadiens ici, ce sont évidemment les citoyens canadiens, mais non, en fait, la loi exclut, ce sont les Canadiens, évidemment, et les résidents permanents. Okay. Donc, les gens qui ont obtenu leur résidence permanente ne sont pas visés par cette loi-là. Exact. Par contre, ce qu'on inclut à l'intérieur de cette loi-là, ce sont les visiteurs commerciaux, comme tu viens de le mentionner, les étudiants, les travailleurs. Il existe certaines exceptions qui sont assez élevées, je te dirais, là, donc pour certains étudiants qui ont passé plusieurs années d'études, donc 4 ans d'années d'études, certains travailleurs étrangers qui ont travaillé ici pendant quelques années au Canada, ils vont avoir une exception, ça va leur permettre de quand même pouvoir acheter un immeuble résidentiel malgré la loi. Mais à l'extérieur de ça, les autres citoyens étrangers, ressortissants étrangers, ne pourront pas acheter à ce stade-ci d'immeubles résidentiels. Faut quand même comprendre que la loi, présentement, elle a été adoptée pour une durée de 2 ans. Exact. Donc, est-ce qu'à la fin de ces 2 ans-là, bon, ça a été adopté le 1er janvier dernier, est-ce que
le 1er janvier 2025, est-ce que la loi va être renouvelée? Est-ce qu'elle va être abrogée? Tu sais, ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Puis je pense qu'il y a quand même une période d'essai ici pour le gouvernement canadien. Donc, ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qui va arriver. Puis est-ce que, justement, la demande des ressortissants étrangers va avoir diminué ou augmenté, qui va faire en sorte peut-être que le gouvernement va vouloir revoir un peu sa vision, sa façon de faire les choses. Ouais. Donc, mais oui, c'est sûr que pour l'instant, pour plusieurs de nos clients, ça devient un peu un casse-tête dans la mesure où que s'ils sont simplement sur un permis de travail, puis ça fait pas très longtemps qu'ils sont ici et qu'ils ont l'intention d'immigrer, mais qu'ils n'ont pas encore obtenu la résidence permanente, ils sont bloqués par cette loi-là, malheureusement. Oui. Donc, tu sais, ce qu'on suggère, bon, premièrement, c'est d'attendre la fin du 2 ans pour voir qu'est-ce qui va se passer, puis d'entamer les procédures de résidence permanente, parce que, comme je l'ai dit au début, les résidents permanents ne sont pas visés par cette loi-là. Exact. Donc, ils peuvent acquérir un immeuble résidentiel. Oui, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est en processus? Je donne un exemple très, très concret. Il y a un grand entrepreneur asiatique qui m'a contacté, ça fait plus de 2 ans. Et puis, il possède une multiple d'entreprises en Asie. Donc, c'est quelqu'un qui est excessivement qualifié. Et il a voulu donc venir ici, puis ça fait comme plusieurs mois qu'on travaille sur son dossier. Et finalement, il m'a dit, je suis vraiment, vraiment, vraiment découragée parce que ça fait 5 ans que j'applique le programme. Puis pour une raison que je ne comprends même pas, ils ne veulent toujours pas me donner mon papier. Tu sais, je me rends à Singapour sans arrêt, mais à chaque fois, c'était pour rien. Alors, dans son cas, actuellement, pendant les 2 prochaines années, à moins qu'il obtienne sa résidence permanente. Oui, c'est ça. Donc, il ne pourrait pas acheter sa résidence. Malheureusement, la réponse, c'est que justement, la loi vise ces ressortissants étrangers-là qui n'ont pas encore obtenu la résidence permanente, bien qu'il y ait une demande de résidence permanente qui soit en cours. C'est vraiment l'obtention de la résidence permanente qui va leur permettre d'être exclus par cette loi-là. Et je comprends très bien ce que tu évoques, la situation là, d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui doivent attendre pendant plusieurs années. C'est vraiment une situation qui est difficile pour nos clients aussi en ce moment. Des gens qui doivent attendre là, 3, 4, 5 ans avant de pouvoir obtenir la résidence permanente, alors qu'ils répondent à tous les critères. C'est vraiment au niveau administratif d'Immigration Canada où on voit que certaines demandes prennent des délais. Là, on parle du backlog, là, comme on utilise dans le jargon. Le nombre de demandes a tellement augmenté. Et bon, il y a aussi eu la période de la COVID là, qui ne peut plus vraiment être utilisée aujourd'hui comme une excuse, mais qui a fait en sorte d'augmenter le nombre de dossiers. Ce qui fait en sorte que, bon, il y a des demandes comme ça, justement, comme l'exemple que tu me donnes, que ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'ils obtiennent. Moi, ce que je leur dirais, c'est ne vous découragez pas. Le gouvernement canadien, je pense qu'il est conscient, Immigration Canada est consciente de la situation. Il y a des gens qui ont été embauchés. Puis nous, on commence à revoir là, vraiment de nouvelles demandes qui sont acceptées récemment dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Puis on voit que vraiment, ça recommence. La pile commence à être traitée. Là. Exactement. Donc, je pense que on n'est pas arrivé à la fin, évidemment, mais je pense que ça reprend. Puis vraiment, nous, on a annoncé des bonnes nouvelles à certains de nos clients à ce niveau-là dans les dernières semaines, on sent que ça reprend des demandes qui sont acceptées, qui avaient été en attente pendant longtemps. Donc, je comprends la situation, ça peut être un peu frustrant, mais on commence à ressentir là, que ça reprend tranquillement. Donc, ces gens-là, une fois qu'ils vont avoir obtenu la résidence permanente, vont pouvoir acquérir un immeuble résidentiel. Superbe. Justement, en fait, il y a vraiment différents programmes d'immigration, de ce que je comprends. Est-ce qu'on peut plutôt parler des entrepreneurs ou les investisseurs? Actuellement, quels sont les programmes qui sont ouverts, ils sont valides au Québec pour accueillir ces gens, ces entrepreneurs-là? Nous, en ce moment, on travaille beaucoup avec nos clients avec le programme des immigrants entrepreneurs, le volet 1, qui est un programme, en fait, pour les gens qui veulent démarrer une entreprise ici au Canada, au Québec plus précisément. Il doit s'agir d'un projet qui est
d'une certaine manière assez innovatif, donc qui est nouveau, dans le sens qu'on ne pourrait pas simplement juste venir ouvrir un restaurant puis essayer de démarrer une entreprise sur ça. Il faut avoir un projet d'affaires, il faut être capable de développer une idée d'affaires, avoir un plan d'affaires et d'être capable de pouvoir développer l'entreprise à court, moyen, long terme. Très bien. Et en échange, le gouvernement québécois va émettre ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec. Oui, CAQ. CSQ. CSQ qui est pour les immigrants. Et à partir de ça, ça nous permet d'appliquer pour un permis de travail pour ces gens-là. D'accord. Donc, ils peuvent venir, suite à l'obtention de leur permis de travail, s'établir au Québec sur une base temporaire et commencer à développer leur entreprise dans l'attente de la résidence permanente. Donc, ils peuvent déjà s'en venir au Québec, commencer à développer leur entreprise. La famille peut venir aussi les accompagner, les enfants peuvent aller à l'école, etc. Je vois. Donc, ça se fait en 2 temps. Ça se fait en 2 temps. Ça se fait en 2 temps. Mais la première étape pour obtenir le CSQ, là, ça se fait à l'intérieur on parle de mois plutôt que d'années. Ah oui? Donc, il y a vraiment une manière que ces gens-là puissent venir au Canada, au Québec, s'établir d'une manière temporaire, évidemment, mais assez rapidement par rapport à la résidence permanente. Bon, c'est sûr, on a déjà évoqué les délais par rapport à la résidence permanente par la suite qui peuvent être plus longs, mais au moins, ces gens-là peuvent venir s'établir et démarrer leur entreprise. Oui. Donc ça, c'est pour le volet des entrepreneurs. Oui. En ce qui a trait aux investisseurs, tu as mentionné les investisseurs. Oui. Présentement, le programme est fermé. Le programme québécois est fermé. Il pourrait réouvrir cette année. On n'est pas sûr. Ça fait plusieurs mois, en fait, que, bon, il y a des nouvelles du gouvernement qui laissent sous-entendre peut-être une réouverture du programme. Mais pour l'instant, on demeure encore dans l'attente de la réouverture de ce programme-là. Je vois. Et je prends peut-être un petit temps additionnel pour discuter du programme de Startup Visa, le programme démarrage d'entreprise. Mais ça, c'est un programme fédéral qui s'applique pour les gens qui veulent s'établir à l'extérieur du Québec. D'accord. Donc, ça s'applique à toutes les autres provinces, à l'exception de la province du Québec. Donc, ici, au Québec, on ne veut pas des startups. C'est pas... c'est trop radical, j'ai fait exprès. Non, c'est parce qu'en fait, le programme Startup Visa ou le programme démarrage d'entreprise, c'est un peu le pendant du programme entrepreneur que je viens de décrire. Mais à l'extérieur du Québec, pour les gens, c'est ceux qui veulent s'établir à l'extérieur de la province du Québec et qui est chapeauté par Immigration Canada. Donc, il n'y a pas ce 2 temps-là, comme on l'a vu pour le programme québécois. Donc, on applique directement à Immigration Canada et on peut directement aussi appliquer pour un permis de travail une fois qu'on a obtenu le support d'un incubateur. Est-ce que, si je comprends bien, c'est beaucoup plus rapide? Les délais en ce moment qu'on voit, c'est entre 33 et 36 mois pour l'obtention de la résidence permanente. D'accord. Donc, on parle de, en 2 ans et demi, 3 ans. Sauf que le permis de travail peut aussi être obtenu pour le programme Startup Visa dans des délais similaires, je dirais, au programme québécois. Donc, un peu plus rapide peut-être que je dirais. Pas nécessairement beaucoup plus rapide, mais un peu plus rapide. Ben, pour quelqu'un, exemple, pour un entrepreneur qui a envie de démarrer une entreprise au Canada, pour lui, le Canada, c'est un tout. Et à ce moment-là, comment est-ce que vous, justement, comme conseiller juridique, où est-ce que vous voulez quitter? La particularité, je te dirais en ce moment, du programme québécois, c'est l'exigence linguistique. Donc, le programme a été révisé dans les derniers mois, dans les dernières années, pour cibler les entrepreneurs francophones, francophiles. Donc, il faut avoir un certain niveau linguistique en français pour pouvoir appliquer sur le programme entrepreneur. Donc, souvent, c'est probablement un des premiers critères qu'on regarde avec nos clients. Bon, est-ce que vous êtes où est-ce que, premièrement, vous êtes intéressé à vous établir? S'ils nous disent un peu comme tu le dis, bon, moi, je veux venir au Canada, je n'ai pas vraiment de préférence, bien, la première chose qu'on va regarder, c'est quoi votre niveau linguistique? Est-ce que vous êtes plus... est-ce que votre capacité est plus en anglais, plus en français? Donc, ça va vraiment être un premier critère. Après, par la suite, c'est sûr que, bon, les différentes provinces au Canada, incluant le Québec, vont offrir
certains avantages, certains attributs particuliers à chaque province. Donc, on essaie de voir pour des raisons, après, c'est le candidat lui-même qui doit plus le voir, mais pour des raisons plus entrepreneuriales, qu'est-ce qui est plus stratégique de s'établir à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à l'île du Prince-Édouard, par exemple. Donc, après, il y a vraiment plus des considérations au niveau business. Qui doivent être... L'environnement exactement, l'environnement de travail et tout. Mais pour des raisons, puis j'imagine aussi que le marché immobilier aussi doit avoir certainement un impact pour, parce que, bon, c'est pas la même chose de louer, d'investir dans un local à Montréal versus à Vancouver. Puis ça, je suis pas mal sûr que tu es bien au courant de ça. Donc, c'est sûr que c'est ça. Après, il y a des considérations plus entrepreneuriales qui viennent jouer. Absolument. Mais au niveau immigration, c'est le gros élément pour nous, c'est vraiment, je pense, l'attribut linguistique qu'on regarde en premier. Qu'est-ce que moi, j'ai observé aussi de mon côté, c'est qu'il y a aussi les gens, par exemple, ils atterrissent dans une place au Canada, puis par la suite, ils disent que, finalement, je vais essayer Montréal. Donc là, à ce moment-là, ils me contactent pour venir offrir leur entreprise ici ou investir ici, pour vivre ici. Donc, il y a aussi un genre de mouvement par la suite. C'est pas parce qu'on atterrit quelque part qu'on reste là pour toujours. Forcément. Ben oui, mais je pense que ces gens-là, à la base, ils voient souvent le Canada comme un tout, comme tu disais. Donc, c'est sûr qu'après, chacune des provinces, chacune des villes même ont leurs propres particularités. Donc, c'est sûr que pour eux, une fois qu'ils ont eu l'expérience de vivre, je sais pas, à Toronto, à Winnipeg... Après, peut-être qu'ils veulent un environnement qui est plus similaire que Montréal. Puis je les comprends, là, si c'est ça le cas. Tout à fait. Mais c'est ça. Moi de mon observation, là, lorsque je jase avec les gens partout où est-ce que je voyage, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît déjà Montréal. Certains d'entre eux ont déjà entendu parler, puis quelques-uns qui ont déjà voyagé à Montréal ou ils ont déjà eu des familles ici. Donc, c'est sûr que ça ouvre beaucoup de conversations, c'est agréable. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas encore Montréal, ils vont dire c'est où? Tu sais, j'ai dit, OK, c'est Canada, mais ils disent souvent, ils vont dire, OK, Vancouver, Toronto. C'est ça. Je pense que, bon, pour les communautés asiatiques, puis probablement que tu l'as vécu aussi, là, je pense que souvent, le premier réflexe pour ces gens-là, ça va être de s'établir à Vancouver parce que, bon, il y a déjà une grande communauté asiatique qui est là. Des fois, ils ont des amis, ils ont de la famille qui l'ont déjà fait. Le deuxième lieu, souvent, à ce temps, ça va être Toronto, qui est en train de se développer énormément. Puis, tu sais, Montréal est un peu méconnu encore, je pense, mais je pense que bon, il y a quand même un certain engouement. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent du Vietnam, qui viennent s'établir à Montréal. Donc, je pense que c'est un endroit qui est appelé à se développer au niveau immigration, puis probablement au niveau immobilier aussi. Oui, beaucoup de développement. Ben, en tout cas, actuellement, c'est un peu au ralenti et on espère que, justement, les politiques puissent faciliter... favoriser le développement, parce que sans le développement économique... Oui, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Pour finaliser, j'aurais une question bien précise, si je me permets. Est-ce que quelqu'un qui obtienne... est-ce qu'un immigrant investisseur... supposons que le programme d'immigrant investisseur, qui est ouvert de nouveau, est-ce que cet investisseur-là peut investir dans un centre d'achat? Il doit investir... l'investissement doit être fait... Bon, il y a plusieurs... Premièrement, il y a des montants et il y a des endroits géographiques aussi qui doivent être précisés parce que le montant peut être différent. Oui. Exemple, un centre d'achat de 20 millions de dollars à Laval qui est déjà sous une compagnie de gestion commerciale. Oui. Il faut que l'investissement soit chapeauté par un organisme gouvernemental du Québec qui fait partie du programme des investisseurs. OK. Mais oui, cet investissement-là pourrait probablement être
être accepté pour le programme investisseur. Mais je veux pas me lancer trop loin parce que, puis c'est simplement parce que, étant donné que le programme va être appelé à réouvrir avec le nouveau gouvernement qu'on a en ce moment, il y a de fortes chances que ce programme-là va être revu et que plusieurs conditions qui existaient avant soient modifiées aujourd'hui. Notamment, on s'attend à ce qu'il y ait probablement aussi des exigences au niveau linguistique du programme. Donc, je ne veux pas trop m'avancer étant donné qu'on ne connaît pas encore la nouvelle mouture du programme qui pourrait être appelée là, à être dévoilée cette année. Mais oui. Parfait. Mais, dans le fond, on vit un peu la même chose. Donc, lorsqu'on est des professionnels, on se met à jour continuellement parce que la loi sur l'immigration et la loi sur le courtage immobilier évoluent constamment. Exactement. Et c'est là où est-ce qu'on acquérit des connaissances continuellement pour pouvoir bien conseiller nos clients. Oui. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, Dia. C'est un plaisir de participer à ton podcast. Absolument. Merci beaucoup. À bientôt.